Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Pyramide FM et au D12, le rendez-vous dominical, le rendez-vous politique dominical à Lomé. Ce dimanche, une seule question taraude sans doute bien d'esprit au Togo. Le recensement électoral va-t-il bien commencer ce lundi dans ce que la Commission électorale nationale indépendante appelle la zone 1? Et s'il va vraiment débuter, sous quel signe sera-t-il? Et surtout, dans quel climat va-t-il avoir lieu? Ces questions ont été rendues nécessaires par les acteurs politiques togolais quand le ministre Gilbert Bahara, porte-parole du gouvernement, martèle que les Togolais ne se laissent pas distraire par qui que ce soit et que les législatives auront lieu le 20 décembre 2018 avec ou sans les partis qui s'essaient au chantage. Une campagne de boycott lancée par les partis de la coalition de l'opposition appelle les Togolais à ne pas participer à la mascarade de recensement du 1er octobre 2018. Il y a 8 jours, pouvoir et opposition étaient ensemble au 2 février à Lomé avec les membres du comité de suivi de la CEDEAO. Il y a 8 jours, de nombreux Togolais avaient pensé sincèrement que le trait des élections devrait sereinement poursuivre son trajet. C'est probablement mal connaître les méandres de la chose politique. C'est encore l'indépendance de la CENI qui agite le microcosme politique togolais. Cette semaine, le net et Obu ont recommencé par regarder les sorties du très convoité siège de la commission à Lomé. L'UFC, elle fait de la résistance. En un peu plus d'un an de crise sociopolitique, le Togo et ses acteurs ont proposé déjà plusieurs tableaux. Tels des comédiens, ils ont en commun leur capacité à changer de rôle et donc de discours. Tout tourne autour de la CENI, mais comment comprendre toute cette fixation sur la Commission électorale nationale indépendante? Que fait-on en réalité du qualificatif indépendante collé depuis quelques années à la Commission? En Afrique de l'Ouest, elle serait pourtant une référence à en croire un acteur politique togolais. En Afrique de l'Ouest, justement, le Togo est regardé avec attention. Il est regardé parce qu'en toile de fond de la crise togolaise se pose aussi la question de la présidentielle de 2020 et une potentielle candidature de Faure Gnassingbé, comme l'a bien rappelé le facilitateur ghanéen Nana Akufo-Addo. Le Togo est regardé parce qu'un de ses fils et acteurs politiques est en grève de la faim. Nicodème Habia est au 12e jour de sa protestation. En Afrique de l'Ouest, le Togo est également regardé parce qu'un de ses jeunes enfants tué le 18 octobre 2017 par Balabé Kota n'a quitté les casiers de la mort que ce samedi. Pour réagir à l'actualité nationale, nous avons comme invité le porte-parole du gouvernement, le ministre Gilbert Bahara. Il répondra aussi à vos questions dans 45 minutes au 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Le technicien est Venceslas Boga. Coup de Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue à Pyramide FM. Bonjour Pierrot et bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. C'est un plaisir renouvelé d'être là avec vous ce dimanche. Comment vous vous sentez? Ça va. On a beaucoup de travail en ce moment. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever. Et donc, en tant que membre du gouvernement, en tant qu'acteur politique, on ne peut être que surchargé. Je vous demande comment vous vous sentez parce que ça fait un an que cette crise est née au Togo et on sait que vous voyagez beaucoup, que vous devez participer à la gestion de la crise. Physiquement et moralement, est-ce que vous tenez? Tout va bien. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de détermination comme l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des Togolais qui ont envie de tourner définitivement cette page-là et de voir nos énergies, nos talents être consacrés au développement et au bien-être. Si vous n'êtes pas affecté, donc tant mieux. Vous avez voyagé, je l'ai dit tantôt, vous avez accordé également beaucoup d'interviews, vous êtes intervenu dans plusieurs cercles. Et puis, il y a quand même ceci venant de Brigitte Adiababo il y a quelques jours. Nous avons dit à M. Bahara de choisir les thèmes dans lesquels il s'exprime désormais pour manifester plus de respect aux responsables politiques que nous sommes. Comment réagissez-vous à cette invitation ou je ne sais pas si c'est un recadrage? Madame Adiamago, je pourrais l'appeler une grande sœur, je pourrais l'appeler une aînée, je pourrais même l'appeler maman, comme c'est de coutume dans nos villages, dans nos localités.
J'étais encore étudiant à Genève lorsque Mme Adjamagbo était sur la scène politique. C'est pour dire que peut-être qu'il y a un décalage dans les mots, les langages. Mais c'est peut-être déplorable que Mme Adjamagbo n'ait pas dit à ceux à qui elle s'adressait lors de cette conférence de presse, qu'est-ce que j'aurais prononcé comme mot, comme expression qui l'aurait outré. Mais moi, je vais me permettre de vous le dire, pour éviter qu'il y ait d'équivoque et que les Togolais aient la possibilité d'apprécier par eux-mêmes. Lors des discussions avec les représentants des facilitateurs et le président de la commission de la CEDEAO, un certain nombre de préoccupations ont été exprimées par la coalition des 14 partis. Et j'ai rappelé que le 23 mars 2018, la dernière séance de discussion, de dialogue que nous avions eu sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo, le président ghanéen avait proposé que nous mettions de côté les points qui faisaient l'objet de blocage, notamment les débats sur le retour à la Constitution de 1992, pour nous consacrer en priorité aux réformes électorales. Le mode de scrutin, le découpage électoral, tout ce qui est de nature à consolider le cadre électoral. Et le chef de file de l'opposition avait sorti un document et avait dit au facilitateur de l'époque, le président ghanéen, que tant que on n'aura pas réglé la question de la candidature du président Faure, il n'est pas question pour la coalition d'aborder, même de discuter, seulement, je dis bien de discuter des questions touchant au cadre électoral et aux réformes électorales. J'ai qualifié ce document du chef de file de l'opposition de brûlot. Et c'est ça qui a outré Mme Adjamagbo. Je laisse les Togolais apprécier. C'est pour dire que... Parce que j'ai beaucoup de respect pour Mme Adjamagbo. Comme je l'ai dit, c'est une aînée, c'est une grande sœur. Elle est en politique depuis des décennies, quand moi j'étais encore étudiant. Et si on devait se référer à son attitude, aux propos qu'elle a pu avoir à prononcer, y compris lors de la conférence nationale, je crois que beaucoup de Togolais lui en voudraient. Si on devait disséquer dans le parcours des uns et des autres pour voir qui a fait quoi, qui a dit quoi, moi je ne lui tiens pas rigueur. Je la considère comme une actrice politique majeure. Je la respecte en tant que responsable de son parti et membre de la coalition. Tout le reste, ça procède beaucoup plus d'amusement envers leurs militants. Et tout cela ne regarde même pas les Togolais. Et n'intéresse même pas les Togolais. Au-delà de Mme Adjamagbo Johnson, reconnaissez quand même que votre discours dérange dans certains milieux. Est-ce que c'est quelque part votre franc-parler peut-être, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait que vous dérangez tant dans certains milieux? J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Je disais il y a quelques jours à un homme de Dieu que j'ai reçu que, à mon avis, la scène politique togolaise est caractérisée par deux mots, deux phénomènes qu'il faut combattre résolument. La duplicité, le double langage et le mensonge. On aime trop mentir. On aime trop dire une chose dans les salons feutrés, quand on se rencontre, et même lorsque nous nous rencontrons en présence d'acteurs étrangers, comme c'était le cas le dimanche dernier avec le comité de suivi, on sort de ces réunions, on va tenir un autre langage à ces militants pour flatter leurs bas instincts, pour les entretenir dans des illusions. Et ça, moi, je n'ai jamais appris à le faire. Tenir un double langage. Dire une chose dans une salle de réunion et sortir pour dire autre chose. Et certains des années auxquelles je faisais référence, qui sont là depuis les années 80-90, se sont perfectionnés.
dans cette attitude-là du double langage. Donc quand moi je vois quelque chose qui est bleu, je dis c'est bleu. Quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Est-ce que c'est une inexpérience, une imprudence, Est-ce que quelque des part, excès de langage? Je n'en sais rien. mais est-ce que quelque part, Chaque fois que je le fais ou que je tiens des propos qui seraient de nature à blesser quelqu'un, je le regrette. Vous voyez? publiquement? Ah, bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai beaucoup rigolé dans mon salon en étant seul. Je suivais un débat en France. Et puis, quelqu'un qui est devenu par la suite président, parlant d'un autre adversaire, a dit que cet adversaire-là était amnésique. C'est-à-dire, avait tenu des propos, avait pris des engagements, et après faisait comme s'il ne l'avait pas fait. Moi, je me rappelle qu'il y a pratiquement plus d'une décennie, j'avais tenu des propos pareils, ça avait outré beaucoup de monde. Je crois que vous avez tenu ce propos. Et après, quand j'ai vu l'intéressé, je me suis Excusez? excusé. Vous parliez de Jésus-Christ sur le Ah oui, si ma mémoire est bonne. je me suis excusé. Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas une question de contexte, de compréhension? La tradition en Afrique, et notamment au Togo, est-ce que cette tradition-là accepte un certain nombre de discours? Je ne veux pas être non plus prétentieux et dire que j'utilise de gros mots. Non. Je pense que je dis les choses telles que je le pense. Probablement, il peut arriver qu'un mot soit déplacé ou inapproprié. Mais le message, le contenu du message, l'essentiel est qu'il soit compris. On va essayer, peut-être ici aussi, que vous allez dire un certain nombre de choses et que les Togolais essaieront de comprendre. Vous aviez dit également, et ça, c'est au début de la crise, vous aviez qualifié cette crise dans laquelle le Togo rentrait en août d'euphorie. Que les Togolais, si ma mémoire est bonne, vous intervenez sur Radio Victoire FM et vous compariez. Que c'était une euphorie. En réalité, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, il y avait un tel enthousiasme de la part de certains acteurs, notamment ceux qui se sont ensuite regroupés au sein de la coalition des 14 partis, qu'ils avaient la conviction, je ne dirais même pas le sentiment, qu'ils avaient la conviction que le pouvoir était déjà à terre, que parfois les débats entre eux étaient de savoir qui va jouer quel rôle, qui va être Premier ministre, qui va être le leader de l'opposition. On regarde, on dissèque, on voit quel a été le message de M. Tipi Atchadam. Le chef de file de l'opposition essaie d'être beaucoup plus radical et beaucoup plus dur que M. Tipi Atchadam. Et des audios étaient déjà enregistrés, on nous voyait déjà en fuite à l'étranger. J'ai considéré que ça c'était de l'euphorie. Les gens étaient tellement enthousiastes, ils n'avaient plus les pieds sur terre. Les gens étaient en apesanteur. Ce n'est pas un gros mot. Les gens étaient en l'air, un peu en l'air. Ils étaient perdus. Je ne dirais pas perdus. Ils étaient en l'air. Ils étaient dans des rêves, dans des illusions. Quand vous regardez, sans être à reculons trop prétentieux ou trop ragaillardi, quand on voit les demandes, les revendications, les exigences il y a une année, et on voit ce à quoi on est en train d'aboutir, je pense que vous serez enclin à me donner raison qu'il y a eu une période d'euphorie et que maintenant les gens ont un peu plus les pieds sur terre. Peut-être que notre compréhension elle est différente puisque d'habitude les hésitations telles qu'on les connaît, ces hésitations continuent même si les démonstrations dans les rues ne sont pas les mêmes. Mais une question... Même si aujourd'hui il y avait des manifestations, je doute que certains acteurs tiendraient le même genre de propos qu'ils tenaient il y a une année. Moi, je n'ai pas appris certaines choses que vous venez de dire ici, que des audios étaient enregistrés, que... Vous n'avez pas entendu des audios où on disait que la présidence est déjà investie, que le président appuie, que les... Vous n'avez pas entendu ce genre d'audio? Moi, je n'ai pas entendu, justement. Ah. Je n'ai pas entendu. Venant de l'idée politique? De l'idée politique ou de leur affidé, ça peu importe. Vous savez que je dis il y avait une telle période d'euphorie, d'enthousiasme, que nous avons perdu un peu de raison. Du moins dans certains milieux, parce que nous, on a toujours été lucides.
nous avons toujours été convaincus qu'au sein de la population togolaise, la plus grande partie tient à la démocratie, aux valeurs de tolérance, aux valeurs d'ouverture, que tout repli identitaire ou communautariste n'était pas de nature à aider à l'unité, à la cohésion du pays, que notre pays reste encore confronté à des défis en matière de démocratie, d'état de droit, de liberté, que nous devons continuer à travailler pour renforcer, perfectionner et consolider la démocratie, l'état de droit et la liberté, mais pas à travers des raccourcis que les gens ont voulu emprunter, c'est-à-dire un coup de force qui n'a pas prospéré. Ouais, quand on vous écoute très souvent, ou quand on écoute des discours venant des rangs du pouvoir, on a l'impression que c'est vous qui êtes le véritable chantre de la démocratie au Togo. Non, pas du tout. Vous savez, je ne devrais pas le dire. Ce matin, j'écoutais une radio étrangère, RFI. Je ne sais pas si cela vous est arrivé aussi. Un chef d'État étranger qui parlait parce que c'est les 60 ans d'indépendance dans son pays. Moi, je crois que nous n'avons pas à rougir. La Guinée? Oui. Je ne crois pas que nous ayons à rougir de l'état de la démocratie et des libertés dans notre pays. Tout au contraire. Des pas de géants ont été franchis, des espaces de liberté, de démocratie ont été conquises, mais la démocratie n'est pas une fin. C'est un processus, c'est une dynamique qu'il faut toujours savoir perfectionner, améliorer et entretenir. Et moi, je suis convaincu que à travers le dialogue, la concertation, comme on le fait aujourd'hui, dans le cadre des discussions avec les frères et sœurs de la coalition, les autres partis politiques, nous allons franchir d'autres paliers, d'autres étapes dans la construction de la démocratie. Donc je ne suis pas de ceux qui vous diraient que nous sommes une démocratie parfaite. Si certains chefs d'État occidentaux avaient été des Africains, on les appellerait aisément des dictateurs. Si le président Trump avait été africain, on l'appellerait dictateur. Si le président Macron, avec la manière dont il gouverne, dont certains estiment qu'il a même du mépris pour ses concitoyens, il avait été africain, on l'appellerait dictateur. Si Madame Merkel, qui est à son 4e mandat en tant que chancelière, elle avait été africaine, on l'appellerait dictatrice. Donc, Vous savez quand même que dans ce pays, il y a des contre-pouvoirs qui existent. C'est pour dire que nous devons savoir à la fois mesurer les pas que nous franchissons dans les progrès politiques, institutionnels, face à des modèles qui datent des siècles. Quand vous parlez de la démocratie française, que vous vous situez depuis la Révolution française ou même avant, on parle de siècles de développement politique, institutionnel, de remise en cause et d'avancement. Dans nos États, sur le continent, nous sommes à peine en train de construire les États. C'est vrai, nous avons des pays, c'est-à-dire physiquement, des frontières qui ont été tracées, des populations qui existent, des institutions sur ces espaces, mais construire l'État en termes d'institutions, en termes de règles, en termes de normes, construire les nations en termes de communautés, de population, en termes de destinée commune, en termes de notre capacité à nous mobiliser sur l'essentiel et à éviter de nous distraire par parfois quelques querelles intestines, communautaires, tribales, régionalistes. Mais il nous faudra encore beaucoup de temps. L'essentiel, c'est de rester fermement sur le chemin de la construction et de l'édification de la démocratie. Ce que vous dites n'est pas totalement faux. Mais oui. sauf que, par exemple, sur le continent africain, il y a des pays qui font quand même des efforts incroyables. Et le cas du Togo, ce cas, vous le savez, que c'est un cas qui se fait décommenter un peu partout. Pierrot, je ne sais pas quel genre de langage vous m'auriez tenu si au moment où nous sommes en train d'avoir notre interview, le gouvernement avait supprimé le droit de grève pour un certain nombre de secteurs d'activité, avait limité le droit de grève dans les autres activités, dans les autres secteurs à 10 jours par an. Si nous avions passé d'une caution de 15 millions à 250 millions pour l'élection présidentielle,
à 150 millions pour les locales, mais je suis certain vous m'auriez accusé que nous sommes en train de bâtir le monolithisme politique. Vous faites allusion, non, vous faites allusion au Bénin. Moi, je je dis tout simplement, puisque vous avez voulu tenter une comparaison, comparons-nous avec le voisinage immédiat. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, cela aurait été possible? Je ne sais pas. Mais non, en fait, non. Je ne sais pas. Ne dites pas que vous ne savez pas. Je ne sais pas. Dites qu'au Togo, cela n'est pas possible. Je ne peux pas savoir. Voilà. Parce que nous avons un chef d'État qui est profondément démocrate, qui est profondément attaché à l'état de droit, qui est profondément attaché au pluralisme, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social, et qui tient à ce que les libertés politiques et sociales puissent prospérer et s'affermir. Vous savez, je voudrais vous donner un deuxième exemple. Dans le forêt, justement, certains sur le continent, pas seulement au Togo, on dit, ah voilà, une révolution vient de se produire au Burkina, il faudrait que cela se passe partout. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Burkina? Avec chaque jour des violences, des meurtres, des attaques, non seulement contre les forces de défense et de sécurité, mais également contre les populations. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, avec le recul, se poser une question? Faire une comparaison. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes, d'autres voies de faire évoluer nos démocraties, nos systèmes politiques, y compris en ce qui concerne la question de l'alternance au pouvoir, sans avoir à détruire les fondements de l'État? C'est cette question-là qui doit aussi nous interpeller. Donc, je ne veux pas indexer qui que ce soit. Je dis tout simplement, nous n'avons pas de raison objective de continuer à nous autoflageller, à indexer notre pays de la main gauche, à le dénigrer, à croire que nous étions le dernier de la classe, alors qu'il y a beaucoup de pays sur le continent, aussi bien sur le plan social que sur le plan politique, et également sur le plan économique qui nous envient. Ça, c'est une réalité. J'ai la faiblesse d'avoir fait le système des Nations Unies, d'avoir beaucoup voyagé, et beaucoup de mes amis, parfois opposants ou qui sont au pouvoir, ici et là, me disent, Gilbert, nous apprécions et nous admirons le travail de titan que le président Faure est en train de réaliser au Togo. Nous voyons... Ce n'est pas perçu de la même façon au sein de l'opinion, vous savez. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc vous voulez dire, est-ce que là, les Togolais sont de mauvaise foi? Non, les Togolais ne sont pas de mauvaise foi. L'aspiration à de meilleures conditions de vie, c'est une aspiration tout à fait légitime. Quand vous avez une case en banco avec de la paille, vous aspirez à avoir une case en dur avec de la tôle. Le jour où vous avez un bâtiment à construire convenablement avec de la tôle, vous aspirez à avoir une villa avec une dalle. Ça, c'est une aspiration légitime. Et moi, je pense que les Togolais ont raison de continuer à se battre pour que nous puissions franchir, dans le dialogue, la tolérance et le respect mutuel, d'autres pas de géants en matière de démocratie, en matière d'institutions, en matière de gouvernance et en matière sociale et économique. C'est un combat permanent. Les autres peuples, les Américains se battent pour d'autres conquêtes, les Français se battent pour d'autres conquêtes. Le jour où nous cessons de nous battre pour des améliorations, nous cesserons d'évoluer et de progresser. Est-ce que vous avez vu un peu les images de certaines des écoles, puisque nous sommes dans la semaine de la rentrée, où les élèves, certains sont obligés de s'asseoir sur des briques après 50 ans d'indépendance? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque régulièrement, presque toutes les 2 semaines, j'ai instauré des rencontres et des échanges, voire des négociations avec les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, notamment le Conseil national du patronat, mais surtout les organisations syndicales. Lorsque elles expriment des préoccupations, des cahiers de doléances et des revendications, je leur dis, je vous comprends. Ce que vous demandez est légitime. Quand des travailleurs, y compris de mon ministère, ou d'autres ministères disent on devrait améliorer les salaires, je leur dis vous avez raison. Parce que le coût de la vie n'est pas le même
Et nous devrions essayer de faire plus. Mais entre augmenter le salaire d'un fonctionnaire qui est déjà fonctionnaire et regarder la situation sociale, faire en sorte que partout sur le territoire national, il y ait des établissements équipés convenablement pour accueillir les enfants togolais et même les étrangers qui vivent au Togo, s'ils fréquentent, ils doivent fréquenter aussi dans de bonnes conditions. Faire en sorte que là où il y a un enseignant, il puisse y avoir aussi un centre de santé. Il puisse y avoir aussi une distribution d'eau en termes de pluie, en termes de forage, en termes d'extension de l'addition d'eau de la TDE, qu'il puisse y avoir un petit marché, que les voies de communication soient construites. C'est ça qui constitue des éléments d'arbitrage dans un pays. C'est pourquoi nous allons continuer à faire des efforts. Dans le protocole d'accord qui a été signé avec les partenaires et les acteurs du système éducatif, nous nous sommes accordés sur une vision globale. Faire une analyse de tous les défis et de tous les problèmes du secteur de l'éducation et les régler concomitamment. Non seulement continuer à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des personnels d'encadrement, mais également continuer à recruter de nouveaux enseignants. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines en lançant un concours à la fois en faveur des enseignants volontaires qui travaillent presque bénévolement sur le terrain, mais également de nouveaux enseignants, mais également continuer à construire, à équiper les salles de classe. Donc le problème que vous dénoncez là, il est vrai. Moi, dans mon propre village, il y a, parfois je vois des abris de fortune, des appartements, des hangars. Quand nous pouvons, nous aidons. Mais c'est la responsabilité de l'État d'améliorer les services sociaux, de répondre aux besoins élémentaires de la population, notamment en matière d'éducation, en matière de santé et bien entendu en matière d'emploi et d'amélioration des conditions de vie. Vous venez de parler de la responsabilité de l'État sur la gouvernance économique, notamment. Les Togolais ont l'impression qu'il y a un certain laisser-aller. Parce que quand, par exemple, vous rentrez chez vous dans votre village, je crois que c'est à Sioux, n'est-ce pas? C'est pas que vous croyez. Je suis de Sioux, je Oui, suis né à Sioux et je serai toujours de Sioux. Dans votre village, vous Oui. constatez l'état de délabrement. Vous pouvez dire à Sioux, je suis sûr que les gens de Sioux vous écoutent, ça leur fera plaisir. L'état de délabrement des établissements scolaires. Dans certaines autres régions, on a la même situation et que dans le même pays, il y a certains qui ont beaucoup d'argent. Et la presse dénonce très souvent un certain nombre de scandales. Mais la difficulté pour les Togolais, c'est qu'ils ne vous comprennent pas. Non, Que... Pierrot, qu'il puisse y avoir des méfaits, des écarts de comportement dans une société, au Togo comme ailleurs, je n'en disconviens pas. Je ne serai pas le premier à dire que ce n'est pas possible. Mais que la délation, les diffamations, les calomnies deviennent... Est-ce que par exemple sur l'histoire des 600 millions de la Fédération togolaise de football, est-ce que c'est de la calomnie? Non, un processus est en cours et n'est pas à son terme. Si le jour où vous avez le sentiment que ce dossier a été clos, sans que des mesures aient été prises, en ce moment-là, vous pourriez me dire ça. Vous savez, la punition ne consiste pas nécessairement à envoyer tout le monde dans un goulag. Il y a plusieurs formes de punition et de sanctions. Dans ce cas, et parfois... Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas, concernant la punition, puisque vous n'envoyez pas les gens dans les goulags, non, je dis, l'enfermement ou la prison ne sont pas les seuls moyens de sanctions et de punition. Et parfois, les gens peuvent être sanctionnés, peut-être de manière insidieuse ou de manière qui n'est pas véritablement... Il se dit on promet plutôt ceux qui sont impliqués. Non, c'est pas vrai. Ne vous laissez pas guider par les calculs, les affabulations. Beaucoup de choses sont dites. Vous savez qu'on a dit que moi j'avais une boîte de nuit chez moi. On a dit que mon garage était climatisé. On a même dit que j'ai construit cette maison parce que je suis devenu ministre. Mais pour les honnêtes citoyens, mes voisins à Guanivé là-bas, qui m'ont toujours vu, même quand j'étais encore étudiant, commencer à poser les briques et commencer à construire ce bâtiment, ils en rigolent. Est-ce que moi je vais aller sur les médias
chaque fois pour me défendre parce que les gens écrivent et disent on accuse beaucoup de mes collègues de méfaits, d'écart de comportement, parfois sans aucun fondement. Mais le gouvernement ne Je dis tout communique pas. simplement, Mais le gouvernement ne communique pas pour éclairer les populations. Aujourd'hui, nous avons des institutions, y compris celles qui sont chargées de la lutte contre la corruption. Quand des informations, des éléments crédibles et tangibles sont disponibles, n'hésitez pas, y compris à procéder à des dénonciations auprès de la justice. Vous êtes là aussi parce que nous allons parler du recensement, mais avant de parler du recensement, sur les exemples liés au scandale sur la route Lomé-Vaughan, puisque ça revient tout le temps, éclairez-nous, qu'est-ce qui se passe sur toute cette route, puisqu'on parle de plusieurs milliards qui auraient été débloqués et qui se seraient volatilisés? Non, là aussi il y a beaucoup d'exagération. L'entreprise concernée avait plusieurs chantiers et avait gagné plusieurs marchés avec l'État. Le jour où l'État a constaté que cette entreprise-là ne s'acquittait pas de son cahier de charge, ne réalisait pas les travaux, cette entreprise a été mise de côté. C'est pour vous dire, je disais tout à l'heure que la manière de sanctionner ou de punir, ce n'est pas uniquement de prendre quelqu'un et de l'envoyer en prison. Mais même à propos de cette entreprise, je dois vous dire très honnêtement, le nombre de nos concitoyens qui étaient des ouvriers, qui étaient des travailleurs, qui étaient des cadres dans cette entreprise, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, on ne peut pas voir que la tête de cette entreprise ou le propriétaire de cette entreprise. Il faut aussi avoir à l'esprit les conséquences d'ordre social. Et donc on ne peut pas brutalement, parce qu'il y aurait des faits qui nécessitent et qui méritent d'être vérifiés et établis, procéder à des sanctions brutales, indiscriminées. Il faut voir à travers des discussions, s'assurer que l'entreprise est en mesure de s'acquitter de son cahier de charge, et lorsque il apparaît qu'il est impossible de faire autrement, tout en tenant compte de la situation des travailleurs, notamment des ouvriers, des cadres qui travaillent dans cette entreprise, des solutions fermes finissent par être trouvées. Et c'est ce qui s'est passé avec cette entreprise qui aujourd'hui, vous constaterez, ne contracte plus avec l'État. Donc le Togo n'a pas perdu de l'argent dans cette histoire? Non, non. Moi, je ne dirais pas que le Togo n'a pas perdu de l'argent. Déjà, le temps, le retard qu'une entreprise peut mettre à construire une route, ça engendre beaucoup d'encombrements et beaucoup de nuisances et de difficultés à la population, y compris aux riverains. Ça, ce sont des préjudices qu'il faut intégrer. Je dis maintenant, combien aurait été utilisé notamment pour acquérir des machines ou des équipements? Je ne suis pas en mesure de vous donner des précisions. Je dis tout simplement, à propos de cette entreprise, qu'une mesure et une sanction a été prise. Parce que cette entreprise, aujourd'hui, ne travaille plus avec l'État. À retenir, c'est que le Togo, finalement, n'a pas évidemment perdu de l'argent, et comme les Togolais l'ont souvent pensé, globalement, parce qu'on parle de... Non, je ne veux pas être aussi catégorique. Je préfère être prudent et précautionneux. Non, mais en fait, je le dis parce que vous êtes quand même un haut responsable du gouvernement et que... Vous avez raison. Dans la population, on croit qu'un ministre, il est censé tout savoir. Moi, je confesse humblement que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Il peut y avoir parfois des situations dont je ne maîtrise pas tous les contours. Et en ce moment-là, je préfère la prudence plutôt que de me livrer à des affirmations qui se révéleraient être inexactes par la suite. Nous sommes le dimanche 30 septembre, vous nous écoutez à Pyramide FM, notre invité, c'est le ministre Gilbert Bahara, il est porte-parole du gouvernement. Ce dimanche, les Togolais se posent une question, est-ce que le recensement dans la zone dite 1 va commencer demain? Bien entendu. Vous savez, le calendrier électoral et le chronogramme électoral obéissent à deux impératifs. Le premier impératif, c'est les décisions de la CEDEAO, qui ont fixé la date du 20 décembre 2018 pour la tenue des élections législatives. Et cette date n'a pas été fixée au hasard. Elle procède de débats, de discussions entre les chefs d'État et de gouvernement qui
connaissant aussi le contexte togolais, ont estimé qu'il fallait nécessairement fixer un cap et fixer une date pour les élections. Cette date aussi procède de la nécessité pour les institutions concernées, notamment la commission de la CEDEAO, d'être en mesure de rendre compte du déroulement et de l'issue de l'élection, des élections législatives au Togo à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et cette prochaine conférence aura lieu le 22 décembre, si tout se passe bien, au Nigeria. Donc, ça c'est un premier impératif qui lie non seulement le gouvernement togolais et les acteurs politiques, mais également la CENI. Le deuxième impératif qui détermine le chronogramme et le calendrier électoral, c'est les délais légaux. À partir de la date du 20 décembre 2018, il s'agit de dérouler le chronogramme et le calendrier électoral à rebours et de voir quels sont les délais dans lesquels on peut confectionner le fichier électoral, donc réaliser le recensement électoral, permettre aux Togolaises et aux Togolais en âge de voter, puisque ici nous parlons d'un recensement, d'un nouveau recensement électoral. C'est pas une révision. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce qui est nouveau, c'est que les cartes d'électeurs dont nous sommes détenteurs ne sont plus valables. Elles sont nulles. Nos inscriptions sur les listes électorales ne sont plus valables. Tout cela, on doit recommencer à zéro. C'est dans cet esprit que la CENI a travaillé. Et donc, le chronogramme qui a été déterminé, y compris qui a été validé le dimanche dernier lors de la réunion du comité de suivi, parce que j'ai vu circuler auprès de certains de vos confrères le chronogramme esquissé par la CEDEAO. Ce chronogramme dit au plus tard au 30 septembre, les partis politiques concernés doivent désigner leurs membres à la CENI et au plus tard le 1er octobre, début du recensement électoral. Je voudrais donc rassurer les Togolaises et les Togolais, nos concitoyens, que le recensement électoral débutera bien demain. Et en réalité, le recensement électoral n'est pas une tâche politique en tant que telle. Se faire inscrire sur les listes électorales, figurer sur le fichier électoral, être détenteur de sa carte d'électeur, ça donne aux citoyens un puissant moyen de se déterminer et de se décider le jour du vote, d'aller voter ou de ne pas aller voter, et s'il décide d'aller voter, de choisir le candidat ou le parti de son choix. Mais un citoyen qui n'a pas sa carte d'électeur, qui n'est pas inscrit sur les listes électorales, cette personne-là n'a plus de choix parce qu'elle est réduite à juste contempler le processus. Et comme nous sommes dans un double impératif, impératif des délais légaux fixés par le code électoral, impératif de la date du 20 décembre 2018, fixé par la conférence des chefs d'État. Je vais dire à propos de cette date que ni le comité de suivi, ni les facilitateurs n'ont le pouvoir ou la capacité de modifier la date du 20. Cela est important. À partir du moment où il n'est plus envisageable d'avoir des sessions de rattrapage en matière d'enrôlement et de recensement électoral, je considère que c'est imprudent, voire même irresponsable de la part de certains acteurs politiques d'appeler leurs militants à ne pas aller voter. Nous parlerons du boycott dans un instant, mais sur la date du 20, sur la date du 20, à vous écouter, c'est une date qu'on ne peut pas déplacer. Une conférence des chefs d'État et de gouvernement pourrait la déplacer. Vous savez, tout à l'heure nous parlions de démocratie, nous parlions d'état de droit. Ça a un sens, ça a une signification. Quand il y a des règles, il faut les respecter, il faut les appliquer. La conférence des chefs d'État et de gouvernement se réunit solennellement, délibère sur le dossier, je dirais sur la situation socio-politique au Togo, prend des décisions et après nous voulons prendre des libertés par rapport à cette décision. C'est ça qui fait que dans nos pays, nous n'avançons pas beaucoup en matière de démocratie et d'état de droit. On veut toujours des solutions commodes.
les convenances partisanes et personnelles prennent le dessus sur ce que les lois et les décisions prévoient. Est-ce que ce que vous dites là, puisque vous les appelez comme ça, vos amis de l'opposition le savent? Parce que ici, on a écouté certains de vos collègues dire, par exemple, que la CENI, ou bien une CENI telle qu'on l'a aujourd'hui, 8-8, c'était pas envisageable pour le Togo. En fait, quand le ministre Trimon était là, c'est ce qu'on a pu noter de son passage. Et que quand le ministre Charles Kondi Agba était là, il a donné, par rapport à la CENI du Togo, que c'était une CENI de référence dans sa composition qui était celle qu'on connaît jusqu'à dimanche dernier. Mais visiblement, les choses ont évolué. Sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous êtes certain que ça ne peut pas évoluer demain? Non, ça n'évoluera pas. Je voudrais vous rassurer. Vous voyez, depuis une année, la vie nationale a été rythmée au gré des débats politiques, des tensions, des manifestations, de l'agitation. Et cela a des conséquences sur le plan économique et social. Un investisseur qui est à l'étranger, qui va sur l'Internet, et comme il y a beaucoup d'esprits malveillants, qui voit que le Togo est décrit comme un pays où tout serait à feu et à sang, un pays où l'explosion est en train de se produire, un pays où on ne sait pas qu'est-ce qui adviendra demain. Donc l'instabilité, l'imprévisibilité. Cet investisseur-là, il va dire j'attends pour voir clair avant d'aller investir au Togo. Un opérateur économique qui est déjà sur place, qui ne voit pas de perspective claire, qui ne sait pas est-ce qu'en janvier, au Togo, il y aura un nouveau parlement, il y aura un nouveau gouvernement. Cet opérateur économique-là, il préfère être dans l'attentisme. Qui en souffre? Donc ça signifie que l'économie en pâtit, les emplois en pâtissent. Ceux qui travaillent et qui vivent du revenu de leur travail, ils en pâtissent. Je suis d'accord, mais est-ce que la solution, c'est l'objectif? Est-ce que la solution, c'est ce processus dans lequel nous sommes et qui va aboutir au 20 décembre? Est-ce que c'est la solution? Non seulement c'est la solution, elle est l'unique solution. Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous devions nous fier aux attitudes, aux déclarations, aux postures de blocage, d'obstruction de l'opposition, tout ce qui a été réalisé ces dernières années ne l'aurait pas été. Notre opposition, du moins une frange d'entre elles, si je devais la qualifier, je dirais elle est constante et elle est cohérente dans son inconstance et dans son incohérence. En 2013, c'est le dernier jour du dépôt des candidatures que les gens sont allés prendre un bureau à la CENI pour finaliser la constitution de leur dossier. En 2015, déjà en 2014, le gouvernement a conçu un projet de révision constitutionnelle qui a été battu en brèche, contesté et rejeté par une frange de l'opposition parce qu'elle estimait que tant que la question de la rétroactivité n'était pas réglée, elle ne pouvait pas s'associer à cette réforme. Et même que tant que la question de la candidature du président Faure n'était pas réglée, elle n'allait pas à l'élection présidentielle de 2015. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Donc vous pensez que c'est pour dire, non, ici, je ne veux pas me prononcer pour le compte. Je suis acteur politique, je suis ministre, mais je suis aussi observateur. Je dis tout simplement, si certains ont choisi d'être constants et cohérents dans leur incohérence et dans leur inconstance, en aucun cas, ils ne parviendront à prendre le pays en otage, à bloquer le processus électoral et à empêcher que les élections ne se tiennent. Vous écoutez, l'histoire va se répéter. L'histoire bégaye. L'histoire bégaye. 2002 risque de se reproduire. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas des menaces? Non. Moi, je n'ai pas menacé qui que ce soit. Je dis tout simplement. Non, mais en fait, quand vous rappelez 2002, puisque le 2002, c'était quand même de mauvais souvenirs pour les Togolais. Pierrot, vous voulez que je m'abstienne de constater que les gens sont cohérents et constants dans leur incohérence et dans leur inconstance? Que en 2013, les gens ont dit
ont boycotté le processus et à la dernière minute, ils ont déposé leur dossier. Qu'en 2014, ils ont rejeté la réforme constitutionnelle en disant que tant que la rétroactivité n'était pas assurée, ils ne s'y associaient pas, qu'ils n'allaient pas à l'élection présidentielle de 2015. Non. Est-ce que ces rappels-là ne sont pas utiles et intéressants pour les Togolais de savoir à quoi s'en tenir? Je dis tout simplement, à propos du recensement électoral, les Togolais devraient savoir qu'il vaut mieux être détenteur de sa carte d'électeur, être inscrit sur les fichiers électoraux et avoir la possibilité de se déterminer le jour du vote. Parce que les gens qui leur tiennent un langage aujourd'hui sont capables de tenir un autre langage hier. La preuve, vous m'avez parlé tout à l'heure d'euphorie par rapport entre septembre... Au début de la crise. Au début de la crise. On sait ce qu'il en a été. Les gens nous ont dit... Non, 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 ça c'est important. Les Togolais doivent en tirer des enseignements. Allez-y. Les gens nous ont dit que l'objectif de la lutte maintenant, ce n'est pas la réalisation des réformes, mais le départ du président. Est-ce qu'ils l'ont obtenu? Les gens, finalement, ont dit, et c'est ça. Vous avez dit que Mme Adjamago me reproche quelque chose, que j'ai parlé de brûlot. J'ai rappelé tout simplement que le 23 mars 2018, le président ghanéen nous avait dit d'accorder priorité au débat sur les réformes électorales, l'amélioration des conditions d'organisation des élections, et que la coalition a rejeté. Est-ce que c'est pas Non, non. La coalition a rejeté catégoriquement cette proposition en disant que tant que la question de la candidature du président Faure n'est pas réglée, il n'est pas question pour elle de parler même de réforme électorale. Nous savons ce qu'il en a. Est-ce que ce n'est pas des évolutions qui sont inhérentes à tout processus politique? Puisque vous-même... C'est une bonne évolution. Oui, monsieur le ministre, si j'ai bonne mémoire, vous-même, ouais. Par rapport à la facilitation de la CEDEAO, au départ, vous semblez dire qu'il n'y aura pas une intervention de la CEDEAO, si ma mémoire est bonne. Vous savez, je peux avoir raison en vous expliquant ceci et vous avez raison en me disant cela. Quand je dis qu'il y a des évolutions, aujourd'hui, ils disent aux Togolais, n'allez pas vous faire enrôler. Demain, ils diront, ils vont aux élections. La seule chose que moi j'ai dit et qui relève d'une responsabilité pratiquement régalienne, je sais qu'il n'y aura pas de session de rattrapage en matière d'enrôlement. Donc, je dis aux Togolais, si vous voulez vous fier à des gens qui changent tout le temps, vous risquez d'être démunis le jour où ils auront évolué et que vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, je reviens à la CEDEAO. Effectivement, j'ai toujours estimé que ce n'est pas la CEDEAO qui viendra nous dicter la manière de dialoguer. Et le gouvernement a tout fait pour que le dialogue politique soit approprié par les Togolais eux-mêmes. Lorsque nous avons adressé une invitation le 7 novembre 2017 au chef de file de l'opposition, l'invitant à des concertations sur les modalités du dialogue, c'était pour permettre aux acteurs politiques togolais de s'approprier le dialogue. Lorsque le même mois de novembre, une correspondance a été adressée aux signataires de l'accord politique global afin que nous puissions faire une évaluation et nous déterminer sur les modalités du dialogue, notamment les parties prenantes au dialogue, l'agenda du dialogue, les objectifs du dialogue. Il y a des moments où il faut savoir écouter. L'opposition a dit que le gouvernement n'avait aucune qualité pour les inviter à des discussions et qu'il fallait s'en remettre à la CEDEAO. Ça, vous savez que voilà, vous ne faites pas confiance. Nous avons fait preuve d'écoute. Vous ne faites pas confiance, tout le monde le sait. Nous avons fait preuve d'écoute. Nous nous sommes remis à la CEDEAO qui a examiné... Vous avez été contraint? Je ne dirais pas que nous avons été contraints. Nous avons été à l'écoute de la coalition. Donc pour vous, c'est la coalition qui a sollicité la CEDEAO? C'est elle qui a préféré que ce soit la CEDEAO qui décide. Mais au début de cette crise, si ma mémoire est bonne, on a vu le chef de l'État aller dans certaines capitales. Et certains sommets consacrés à des sujets qui ne sont pas forcément ceux du Togo ont inclus
la situation du Togo dedans. Non. Est-ce que je me trompe? Au début, vous savez, on a dit beaucoup de contre-vérités. À Niamey, 5 chefs d'État s'étaient rencontrés sur un sujet qui ne concernait pas le Togo. À cette occasion, et compte tenu de la situation au Togo, le président togolais a informé ses pairs et ils ont décidé de demander au président ghanéen de suivre la situation et de rendre compte aux autres. Par après, il a voulu nous aider, nous accompagner. La coalition a insisté que c'est seulement le Ghana qui pouvait nous aider. Nous avons accédé à cette volonté et nous avons déféré à cette exigence de la coalition. La CEDEAO s'est emparée du dossier togolais, a décidé. Aujourd'hui, il s'agit de respecter et de mettre en œuvre les décisions de la CEDEAO. Voilà. Nous allons permettre aux auditeurs de vous poser des questions, puisque c'est également pour eux que nous faisons cette émission. Nous allons voir s'ils ont compris l'appel que vous êtes en train de leur lancer à se faire inscrire à partir de demain. Et puis il y a une question qui est très importante. Les gens vont s'inscrire où demain? Ça se passe où? Non, les lieux habituels. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un enrôlement électoral au Togo. Dans les écoles? Oui. Mais ça veut dire que demain, il n'y a pas... Non, il y a école. Il y a déjà eu par le passé des révisions de listes électorales ou des recensements électoraux en période scolaire. Il y a eu une collaboration entre la CENI et les ministères chargés de l'éducation nationale pour aménager des places qui ne perturbent pas et qui ne dérangent pas les activités pédagogiques et scolaires. C'est quel CENI qui sera à la manette à partir de demain, puisque aujourd'hui, les membres de l'opposition vont rejoindre ou les noms vont être déposés. À partir de demain, c'est qui est à la manette? Il y a une CENI qui est en place. Ce dont il s'agit à travers les décisions du comité de suivi, c'est de permettre aux partis concernés, en application du code électoral, de désigner et d'envoyer leurs représentants. Dans le respect des procédures, par exemple à propos des représentants de la société civile et des partis politiques extra-parlementaires, il va sans dire qu'il y aura nécessairement un vote à l'Assemblée nationale. Ok, nous allons maintenant permettre aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition au D12 de Pyramide FM. Je rappelle que notre invité est le ministre Gilbert Ubara. Il est membre du gouvernement et porte-parole en même temps. Il est avec nous à Pyramide FM. Les numéros de l'émission sont 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Le premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Maglo. Monsieur le ministre. Bonjour. C'est M. Maglo. Oui, c'est M. Maglo. Ok. Je vais poser cette question simplement. Merci. Je voudrais quand même que vous répondiez de façon claire. Vous semblez visiblement à vous entendre, vous semblez poursuivre le 20 décembre, date qui selon vous est une date fétiche, bien que la CEDEAO n'en fait pas une date fétiche. Et laquelle date nous amènerait certainement comme on en connaît au Togo, c'est sûr. Vous nous amènerez où ça, s'il vous plaît? Oui, ça s'est passé quand je me rappelle du 5 février, on sait comment ça se termine. Alors laissez-moi terminer la question. Entre cette date reportée, faire d'une date fétiche et une date fétiche, vous laissez les gens faire fi de cette date-là. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous voulez qu'on aille comme ça? Parce que tout à l'heure, je vous apprends quelque chose sur les réseaux sociaux. Il y a deux appels. Il y a un appel qui nous demande de boycotter et l'autre d'aller. Donc ça veut dire qu'il y a une part de la population qui n'est pas pour ce recensement. Je vous l'apprends. Est-ce que vous décidez? Bien, merci. On aille à l'abattoir? Bien, merci, M. Maglo. Merci beaucoup. Monsieur Magloire semble avoir déjà des convictions et des idées bien arrêtées. D'abord, la coalition parfois donne le sentiment qu'elle est dans le secret des dieux. Pendant la discussion le dimanche dernier, à l'hôtel du 2 février, un des représentants du facilitateur a dit que le chronogramme n'était pas... Il ne fallait pas faire du fétichisme du chronogramme. Il a répété sur les ondes du RFI. Et moi je dis
à l'intérieur du chronogramme, certaines choses peuvent être réaménagées. Mais à condition de respecter un double impératif. L'impératif des délais légaux fixés par le code électoral et l'impératif de la date du 20 décembre. Ni le comité de suivi, ni les facilitateurs, encore moins leurs représentants, n'ont la capacité, n'ont le mandat de modifier la date du 20 décembre. Ça, c'est une information. Une décision qui est prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement ne peut être modifiée que dans le respect des mêmes formes. Et cela n'est pas possible. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas délégué en réalité le pouvoir aux deux facilitateurs? Non. Les décisions du 31 juillet donnent un mandat aux facilitateurs de continuer à suivre la situation au Togo. Pas de décider. Et les facilitateurs ne peuvent pas décider à la place de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. On suppose qu'il y a une situation de blocage au Togo, il faudrait attendre par exemple une prochaine conférence des chefs d'État. Ça dépend de quel genre de blocage. Pourquoi il y aurait d'abord blocage? Non, en fait, pourquoi on doit préjuger? Pourquoi on doit souhaiter qu'il y ait blocage? Pourquoi même avant d'être à la CENI, on doit préjuger qu'on ira à la CENI, il y aura des difficultés? Et je voudrais dire à notre frère Maglo qu'il est beaucoup plus sage, il est beaucoup plus prudent d'aller se faire enrôler pour être en position de se décider si oui ou non on veut voter et si on veut voter pour quel parti. Il n'y aura pas de session de rattrapage. Ceux qui disent de ne pas aller à l'enrôlement, c'est une liberté. Ceux qui accepteraient de suivre cette instruction-là sont libres également de le faire. L'État ne dispose d'aucun moyen de contraindre, ni pour obliger les partis politiques à appeler la population à aller se faire enrôler, ni pour obliger les citoyens à aller se faire enrôler. Mais il faut que chacun soit conscient que c'est ce fichier-là et ces cartes de lecteur qui vont non seulement permettre d'aller voter pour les législatives, mais également pour les locales. Et à l'occasion de l'élection présidentielle de 2020, il y aura une simple révision. Et donc, à chacun d'être conséquent dans les actes qu'il pose à partir de maintenant. Deuxième auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Oui, j'ai mal noté le nom. Oui, allez-y, allez-y. Vous écoutez? Oui, je vous entends, oui. Bonjour, comment vous allez? Bon dimanche. Ouais. Ouais. Vous savez, vous demandez que vous êtes avec ce fait enrôler demain. Est-ce que le fait nous appelle? Je dis que nous, les Togolais, même chose là, c'est faux. Nous avons empêché ce qui va se passer là. Oui, alors s'il vous plaît. Oui, vous dites que vous allez faire quoi? Vous allez vous opposer. Ok, on va donner la possibilité au ministre de réagir. Vous êtes un jeune Togolais. Vous devriez avoir aussi du respect pour tous les autres jeunes Togolais qui ne pensent pas comme vous. Et je pense qu'ils sont très nombreux. Donc c'est ça aussi le charme et la richesse de la démocratie. Quand vous pensez quelque chose, ne soyez pas dans l'impérialisme d'une sorte de pensée unique. Et ce que vous pensez avec, vous croyez que c'est ça que tous les Togolais doivent penser. Non. Moi, je respecte votre opinion et respectez l'opinion de tous les autres Togolais qui ne pensent pas comme vous. Maintenant, juste pour votre gouvernement, je voudrais vous dire tout simplement que toutes les dispositions ont été prises pour s'assurer que le recensement électoral se déroule dans la sérénité et dans la sécurité. Tout acte posé en contravention de la loi aura les conséquences que la loi prévoit, tout simplement. Vous savez, c'est pour dire, si vous posez un acte de violence à l'occasion du recensement électoral ou en dehors du recensement électoral, ça a des conséquences. Et ces conséquences-là, chacun les connaît. Donc je voudrais l'informer, s'il n'est pas suffisamment informé de cela. Depuis longtemps, nous sommes
conscients des stratagèmes et des stratégies des uns et des autres. L'intérêt du Togo nous préoccupe. La nécessité d'assurer durablement un climat de paix, de stabilité et de nous consacrer au développement. Justement pour que les jeunes ne souffrent pas, comme il le dit, c'est ça qui nous préoccupe. Et donc, je l'encourage et je lui donne comme conseil de ne pas chercher à poser des actes qui sont contraires à la loi. Parce que si lui ou d'autres personnes posent des actes ou ont des comportements contraires à la loi, ça aura des conséquences. Et nous sommes sortis définitivement de la logique des mesures d'apaisement qui consiste à ce que les gens commettent des infractions et le lendemain, on exhibe ça comme étant une exigence pour la poursuite du processus. Cette logique-là, nous ne sommes plus là-dedans. Troisième auditeur, allô? Allô? Bonjour. C'est Lucien. Lucien, vous êtes en direct. Allez-y. J'ai écouté sur le ministre parler. Je disais que quand vous avez posé cette question de savoir uniquement à propos du document principal de la route de Bourgogne, il faut savoir, avant de prendre une décision, il faut voir les personnels de la société avant d'agir. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui m'étonne est que quand il y a le non-gouvernement, parfois nos responsables qui gouvernent, ont pris la décision de fermer les radios à l'objectif, parce qu'ils ont pensé des employés de la radio. Et idem pour la société de démarre et pour les autres sociétés qui ont fermé une explication, ils font les études sur pas d'autres. Bien, merci. Monsieur le ministre, sur la question de la gouvernance économique, de l'intervention éventuelle de l'État sur un certain nombre de théâtres. Il a raison. Je veux lui dire que de manière générale, lorsqu'il s'agit de prendre une décision de ce genre, à propos d'une radio ou d'une entreprise, tous les paramètres sont mis sur la table et il y a une appréciation d'ensemble. À propos de Redemar, si nous avions laissé prospérer cette entreprise-là, on se serait retrouvé avec un scandale à la Madoff au Togo. Donc, c'est pour éviter que des Togolais ne se fassent gruger que nous avons été amenés à fermer Redemar. Donc, c'est pour protéger les Togolais et éviter de les exposer à une sorte de détournement de leur épargne. Il a parlé également des radios. Vous avez fermé, par exemple, le City FM et LCF. Mais vous n'avez pas pensé au personnel? Non, on a pensé au personnel. Mais comment? C'est pourquoi d'ailleurs, la question n'était pas de fermer. La question était de demander aux personnes concernées de régulariser leur dossier. Mais finalement, le groupe a disparu. Vous me l'apprenez, je ne m'intéresse pas beaucoup à la question aux questions touchant à cette radio. Quatrième auditeur. Allô? Bon, oui, bonjour, vous êtes en direct. Victor, allez-y. Bien, merci. Merci, on a compris, Victor. Victor, je voudrais d'abord vous remercier d'être compatissant par rapport au fardeau que je porte. Et j'espère que vous allez m'aider à le porter. D'abord, vous savez, moi j'estime qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Togo. Personne au Togo actuellement n'est en détention en raison de ses opinions politiques. Je voudrais aussi dire
j'ai eu à le dire à plusieurs reprises que ce qui s'était passé le 19 août 2017 procédait d'une tentative de coup de force. S'il n'y avait pas un souci d'apaisement, le pouvoir judiciaire aurait déjà mis en marche des poursuites conformément à la Constitution. C'est-à-dire? Quand vous tentez un coup de force et vous le ratez, vous devez faire face à la justice. Non, mais en fait, en clair, vous voulez dire que les responsables des partis politiques allaient être... Non, 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 non. Ce n'étaient pas les responsables des partis politiques. Je ne veux pas entretenir d'amalgame. Ceux qui ont orchestré et manigancé l'opération du 19 août 2017, il ne faut pas faire des amalgames et dire les responsables politiques. C'est un certain nombre d'acteurs. En fait, le 19 août, c'était le PNP. Est-ce que vous ciblez Je le ne PNP? crois pas que le PNP était la face visible de l'iceberg. Non, en fait, peut-être là, vous avez des informations que vous Je n'avez n'ai pas pas. besoin de vous en dire plus. Je dis tout simplement, nous nous sommes abstenus de mettre en route la procédure prévue en cas de coup de force et de tentative de déstabilisation du pays. Deuxièmement, ceux dont nous parlons qui sont actuellement en détention ne sont pas en détention parce qu'ils ont participé à des manifestations, mais parce qu'à l'occasion des manifestations, ils ont commis des infractions. Il faut faire la part des choses. Ils ont été arrêtés sur place? Que vous soyez arrêté sur place ou que vous soyez arrêté après coup, ne change rien quant au fait que vous avez posé sur le caractère infractionnel et pénalement répréhensible de votre comportement ou de votre action. Je dis personne n'est en détention juste parce qu'il a participé à une manifestation. Jusque-là, le gouvernement a démontré sa bonne volonté en libérant un certain nombre de personnes. La dernière réunion du comité de suivi le 23 septembre, la CEDEAO a proposé que tous les acteurs autour de la table acceptent de lancer un message d'apaisement, un message de solidarité et de compassion envers toutes les victimes des événements au Togo depuis août 2017. La coalition a rejeté cela. Mais pourquoi l'apaisement, ça doit venir seulement d'un côté et l'opposition, elle autre, ne doit pas démontrer qu'elle est véritablement attachée à l'apaisement et à la décrispation? Dans votre déclaration, on se rend compte que, non, par exemple, quelque part, vous faites allusion aux militants de Mbouki, par exemple, qui sont en détention depuis quelque temps. Mais quand on évoque ce dossier, les Togolais ont aussi en mémoire que d'autres jeunes sont sortis dans les rues au Togo, armés, ils ont manifesté, et on a dit finalement que c'est les groupes d'autodéfense. On lit les deux dossiers, le gouvernement n'a rien fait par rapport à cela. Non, moi, je n'ai pas appris que des plaintes auraient été posées contre qui que ce soit et que cela n'a pas prospéré. Non, mais en fait, ce que vous dites, est-ce que c'est pas grave, monsieur le ministre? Comment c'est pas grave? Oui, mais dans une république, on voit des jeunes cagoulés, armés, qui... Armés, vous? Non, mais en fait, oui. Armés de quoi? Oui, mais je ne sais pas. Mais vous savez, si nous devions, à propos des gens qui détiennent des armes, ou des gens qui tiennent des objets contondants, et qui posent des actes de violence à l'occasion des manifestations, je ne sais pas combien de gens de la coalition seraient aujourd'hui en prison. Oui, mais en fait, là, vous on peut aller en prison ou être interpellé à propos d'un acte qu'on a posé. Mais si ce qu'on a appelé le groupe de défense au Togo, vous voulez dire que le gouvernement, ou dans cette situation, personne n'a porté plainte, donc on part, comme on le dit, pas peut-être. Je dis tout simplement, à l'occasion des manifestations, le gouvernement n'est pas en position d'interpeller tout le monde qui pose des actes répréhensibles. Est-ce que là, on n'est pas dans une situation de deux poids, deux mesures? Non, pas du tout. Si le gouvernement avait été en position et en mesure de les interpeller sur le champ, il l'aurait fait. Ou de les identifier et de les interpeller après coup, il l'aurait fait. Mais en fait, est-ce que cela n'est pas de la mauvaise foi? Non, pas du tout. Je dis tout simplement à propos de ces jeunes-là, si le gouvernement ou les forces de sécurité, si la justice avait été en mesure de les appréhender sur les faits,
La justice l'aurait fait. Est-ce que c'est pas grave pour notre pays que comme ça, et je ne sais pas si c'est des ovnis qui apparaissent dans les rues de Lomé, Non, c'est qui finalement disparaissent Mais et dont on justement, n'a pas de traces. Comme ils étaient cagoulés, c'est difficile de les identifier. moi, Mais je voudrais rassurer. Nous allons continuer avec un esprit d'ouverture, un esprit d'apaisement. Nous allons respecter les décisions de la CEDEAO concernant la poursuite ou la consolidation des mesures de confiance et de décrispation. La CEDEAO dit une chose simple, qu'il faut accélérer les procédures judiciaires et sur la base des décisions de justice, il faut envisager des mesures supplémentaires d'apaisement et de décrispation. Cela étant, le gouvernement n'a pas attendu l'issue des procédures judiciaires. Depuis le 31 juillet, il y a au moins 17 personnes qui ont été libérées et chaque fois que les circonstances le permettent, l'État continuera à œuvrer pour la consolidation et le renforcement de l'apaisement. à propos... Mais ce serait bien que nos frères et sœurs de la coalition notamment démontrent également le même souci d'apaisement et de décrispation. à propos Y compris à propos de toutes les victimes, de tous nos concitoyens qui ont vu leur magasin être saccagé, de l'économie qui a été affectée et qui a subi beaucoup de préjudices. Puisque nous parlons des détenus, vous savez très bien qu'il y a un compatriote qui manifeste depuis quelques jours à Lomé, c'est le président du Parti des démocrates, Habia Nicodème, qui est en grève de la faim, et aujourd'hui nous sommes au 12e jour. Est-ce que vous êtes touché par ce qui se passe? Pierrot, avant de venir à votre émission, je suivais une radio. Et puis, on parlait d'un réalisateur ukrainien qui est à la 140e journée de grève. Donc, je me dis, entre 12 jours et 140 jours, il y a encore beaucoup de marge. Maintenant, beaucoup plus sérieusement. Je crois qu'il faut que nous cessions d'instrumentaliser et de créer des émotions à propos d'un certain nombre de faits divers. Moi, j'ai trouvé vraiment ridicule et un peu comique que certains hommes de Dieu aillent se livrer comment je pourrais appeler ça? Une sorte d'exhibition devant l'ambassade du Ghana. Ça, je ne vois pas. Il faut que nous soyons un peu sérieux. Non, mais en fait, pour vous, ce qui se passe là-bas, c'est pas sérieux. Oh, ça, c'est de la comédie. Sincèrement, c'est de la comédie. Et vraiment, quand je vois des hommes de Dieu aller se ridiculiser de cette manière-là et participer à cette comédie-là, des gens aussi respectables, je me dis pourquoi. Donc, je rappelle que le père Chanel Afognon était justement à cet Je ne sais pas de quelle phrase il s'agit. Je dis tout simplement que c'est pas en participant à ce genre de comédie et de ridicule que ça changera. Non, mais en fait, si sur l'acte posé par le président du Parti des démocrates, c'est ridicule également, la grève de la faim. Non, c'est respectable. Il faut respecter le moyen de lutte politique qu'il a choisi. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est un moyen de lutte politique. Je crois qu'il fait partie de la coalition. La coalition souscrit aux décisions de la CEDEAO, ne le fait pas. Si la coalition ne souscrit pas aux décisions de la CEDEAO, si la coalition ne veut pas contribuer à la résolution de la situation actuelle, dans le cadre et le canevas qui a été défini, bon, la coalition peut le dire. Donc moi, je préfère considérer le rôle, la contribution importante aujourd'hui de la coalition et de ses leaders dans le cadre des discussions qui ont eu lieu, y compris sous l'égide des facilitateurs du comité de suivi, plutôt qu'un acte isolé qui plutôt je ne sais pas si procède Vous parlez de comédie. En fait, je ne sais pas si Nicodème Habia nous écoute depuis l'ambassade du Ghana à Lomé. Ses parents peut-être nous écouteraient, je ne sais pas. Et il demande la libération des prisonniers. Et actuellement, là, quel est le message que vous, en tant que ministre porte-parole du gouvernement, vous lui donnez? Quelle est votre réponse? Aucun message. Aucun. Ça ne mérite pas. Un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Kokou.
Oui, j'ai reconnu votre voix, allez-y. Bonjour. Quand le journaliste a demandé le recensement dans la zone, il a commencé, il n'a pas pu répondre. Et puis, les médias que nous attendons pendant la semaine, on parle de l'autre en nous appelant à aller au recensement dans la semaine. On ne nous dit pas la zone concernée, on n'a pas déterminé. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez faire le recensement? On va commencer le recensement demain. Secondo, lorsque vous parlez, vous êtes le ministre de la République, vous savez le football. Les difficultés que nous fait de la politique, mais un conseiller de la République, il faut que le président de la République, avec la crise, on n'a pas de compétences, de vous donner un certificat à la police. Voilà que la crise a réuni de composer la police en tant que Bien, merci. Coucou. Il nous reste encore 9 minutes, nous allons aller rapidement. Merci. J'ai dit que le recensement électoral commencera demain. Maintenant, je ne peux pas commencer à dire sur vos antennes tous les lieux, tous les emplacements précis où il y aura enrôlement demain dans la première zone. Donc, si je commençais à le faire, peut-être je le dirais pour certains quartiers, mais je ne pourrais pas le dire pour tous les quartiers. J'ai dit tout simplement que ce n'est pas la première fois que nous procédons à ce genre d'opération. Les lieux habituels, généralement, ont été retenus. Et les Togolais, à part ceux qui n'étaient pas en âge de voter, savent à quel endroit ils allaient pour se faire enrôler. Donc, ces mêmes lieux, généralement, ont été retenus. Éventuellement, à telle ou telle localité, il y a pu y avoir un réaménagement. Mais quelqu'un qui s'intéresse à aller se faire enrôler et disposer de sa carte, je sais que ça demande un certain effort. Je préfère cet effort-là que de donner des informations inexactes à la population. Deuxièmement, sincèrement, je préfère être honnête. Je dis tout simplement que, à propos de M. Abia, j'aurais préféré dire que je ne veux même pas commenter, parce que j'estime que la coalition dans son ensemble et ses responsables aujourd'hui participent et contribuent à travers les discussions sous l'égide du comité de suivi à la solution à la situation sociopolitique. Donc, ça me paraît beaucoup plus important que l'acte isolé de M. Abia. La société en charge de l'enrôlement au Togo, c'est CETES, n'est-ce pas? Je n'ai pas tous les détails des prestataires ou des partenaires de la CENI. Mais il me paraît que c'est cette société. Parce que CETES est en conflit, vous le savez sans doute, avec CAP 2015. Une plainte avait été déposée en 2015 contre cette société, notamment après la présidentielle au Togo. Est-ce que quelque part aussi ça ne crée pas un malaise qu'une société qui a été au cœur d'une plainte soit encore dans le jeu électoral togolais? Et quand on sait très bien que le jeu électoral togolais... Monsieur Pierrot, je ne suis pas suffisamment informé sur cette plainte et je ne sais pas quel est l'avenir et le sort de cette plainte. Donc, je crois, j'ai lu à travers les médias qu'une plainte aurait été déposée en Belgique. La Belgique, ce n'est pas le Togo, donc j'espère bien qu'ils font confiance à la justice belge. Et donc, il faut attendre. Le jour où la justice belge déciderait et que cela pourrait avoir une incidence par rapport à un éventuel partenariat avec ZETES, on aviserait. Là, par exemple, vous n'avez pas de réponse sur un certain nombre de questions liées au processus qui va commencer demain. La curiosité ou le malaise, c'est qu'on ne sent pas assez de communication venant même de la CENI. Sur certaines questions techniques, sur questions de terrain, c'est la CENI qui devrait les donner à la veille de cette opération, mais malheureusement, c'est un constat qui est là, et le président de la CENI, moi je ne sais pas si on l'a dit. Je dirais avec vous qu'il faut encourager la CENI à renforcer et améliorer sa communication envers les citoyens. Vous avez raison. Peut-être un dernier auditeur, parce qu'il nous reste maintenant 5 minutes. Allô? Allô, est-ce qu'on l'a? Le dernier auditeur. Allô, bonjour. Allô? Le dernier auditeur. Oui, est-ce qu'on l'a? Bonjour. Oui, bonjour.
Oui, vous êtes en direct, votre nom s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Je crois qu'on a des difficultés à avoir le retour avec cet auditeur-là. Nous allons... Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom. Oui, allez-y. Oui, oui allez-y. Oui, Ali Baba, allez-y. Je pense que moi, personnellement, je remercie le président Ouattara, le chef de l'État, et tous les membres du gouvernement, l'Assemblée nationale, les autorités du pays, d'avoir dans toutes les dispositions pour que le 20 décembre, on ira aux élections. Je pense que les C14, monsieur le ministre, ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Parce que comme leur attentat de l'Union pour 2007 a été échoué, ils sont en train de passer par tout le monde pour autre chose. Là, je vous dis votre attention, monsieur le ministre, de voir faire de la sécurité pour prendre toutes les dispositions qui restent. À ce petit du caille, si vous voulez faire le jour de soutien ou le lancement pour permettre des troubles, ils sont toutes les dispositions. Ali Baba, on a compris, le ministre va réagir rapidement à votre appel. Non, Ali Baba a tout à fait raison. Je voudrais le rassurer et à travers lui rassurer nos concitoyens que les dispositions les plus vigoureuses ont été prises. Et je suis certain que nous n'avons pas, il n'y aura pas des tentatives de poser des actes qui sont contraires à la loi. Nous allons parler encore de la CEDEAO. Quel va être le degré d'implication, la portée des décisions qui éventuellement pourraient être prises par les experts et qui sont dépêchés auprès de la CENI? Non, les experts, ils apprécient, ils rendent compte à la commission de la CEDEAO et les conclusions de leurs observations sont partagées avec les parties prenantes lors des réunions du comité de suivi. Si les observations conduisent à des améliorations, le perfectionnement du processus, c'est tant mieux. Donc, ils n'ont pas à décider à la place des institutions. Donc, leur rôle, c'est d'observer, c'est d'apprécier et de rendre compte à la commission de la CEDEAO. Quand on parle de la CEDEAO, on peut également cette semaine évoquer l'interview accordée par le président du Ghana à nos confrères de France 24. Sans doute que vous l'avez écouté, monsieur le ministre. Non, je ne l'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté le président Nana Akufo-Addo? Je n'ai pas matériellement le temps de suivre Okay, les médias. je vais vous rappeler, il a dit en substance que la médiation au Togo ou leur intervention au Togo se heurte à une difficulté qui est liée notamment à une candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Vous savez très bien que là, c'est aussi le nœud du problème togolais. Quel est le fondement de cette préoccupation? Quel est le fondement? Vous le savez, autant que moi. Moi, je ne vois pas le fondement. Et sincèrement, comme le dirait le président, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Quel président? Faure Gnassingbé? Nous allons réaliser la réforme de la Constitution dans le respect des principes et des normes de l'état de droit et de la démocratie. Une réforme constitutionnelle au Togo, en France, au Ghana ou ailleurs obéit à un certain nombre de principes et de normes. Ces normes-là sont connues. Le reste, c'est des débats politiques. On ne va pas empêcher qui que ce soit, qu'il soit togolais, qu'il soit étranger, et même qu'il soit chef d'État étranger, à débattre de certains sujets. Ce qui est important, c'est les principes et les normes de la démocratie et de l'état de droit. C'est le plus important. Faure Gnassingbé, est-ce qu'il est rentré le chef de l'État? Le président est au pays. Cette semaine, il devait intervenir, c'est ce que certains ont dit, il n'est pas intervenu, ça a fait du buzz, certains l'ont cherché à New York, on ne l'a pas trouvé, et il ne serait pas venu. En fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, Pierrot, vous aviez son agenda, il vous avait informé qu'il devait intervenir, ou bien un certain nombre de personnes malveillantes, espérant qu'il serait à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée générale des Nations Unies, et ne l'ayant pas aperçu là-bas, font circuler un certain nombre d'informations. Non, moi, je ne t'ai pas informé, je n'ai pas son agenda, mais je ne suis pas certain que lui-même s'était fait annoncer comme devant intervenir à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le plus important, le Togo est intervenu par la voix de son ministre des Affaires étrangères, comme beaucoup de pays l'ont fait,
Le reste, le président était à New York, je voudrais vous le dire ainsi, pratiquement sur insistance de l'Élysée qui souhaitait qu'il participe à l'animation d'un atelier à l'occasion d'une réunion sur le Planet Summit. Et les Togolais ont vu qu'il a participé à cette activité aux côtés d'éminentes personnalités du monde économique, du monde des affaires, du président français. Ça a été fait. Il a rencontré un certain nombre d'interlocuteurs, les Togolais le savent. Donc, ce qui était inscrit à son agenda a été exécuté. Bien, merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu. Je rappelle que c'est le ministre Gilbert Bara qui a été l'invité de cette émission, qui sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Selasboga à Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiogo. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Au revoir. Regardez la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.